Visite du chef du gouvernement espagnol au Maroc. Objectif, renforcer la coopération entre Rabat et Madrid sur l'immigration. Bientôt la célébration des 58 ans d'indépendance du Burkina Faso. Dans le cadre des festivités, le Premier ministre a visité les chantiers à Manga. Puis nous irons au Sénégal à la rencontre des ingénieurs de rue qui réparent les téléphones portables. Un reportage signé Tchèque Berté. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rencontré son homologue marocain, Saad Eddine El Othmani, lors de sa première visite officielle au Maroc. Les deux hommes ont échangé sur la question migratoire devenue centrale dans les relations entre Rabat et Madrid. Voici les images. C'est la première visite officielle qu'effectue Pedro Sánchez au royaume chérifien. Durant son séjour, le chef du gouvernement espagnol a été reçu par Saad Eddine El Othmani, son homologue marocain. Une visite centrée sur la question migratoire et qui doit permettre au Maroc et à l'Espagne de renforcer la coopération sur l'immigration. La question migratoire est complexe et ne peut être réglée uniquement par une approche sécuritaire. En matière de coopération sur la migration, il y a une responsabilité commune avec le gouvernement espagnol et qui doit être menée par la coopération. Tout au long de cette année, plusieurs ministres et responsables espagnols se sont rendus à Rabat pour parler lutte antiterroriste et surtout migration. Devenue la première porte d'entrée des migrants en Europe, l'Espagne plaide depuis plusieurs mois pour que l'Union européenne débloque des aides à destination du Maroc afin de mieux gérer les flux clandestins sur la route occidentale de la Méditerranée. On dénombre près de 47 500 migrants arrivés en Espagne par voie maritime depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, et 564 sont morts ou portés disparus. En République démocratique du Congo, le candidat du président sortant Emmanuel Ramazani Shadary a promis ce lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 années. C'était au cours de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les détails. À 3 jours du lancement officiel de la campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadary a décliné son programme autour de 4 axes. Renforcement de l'autorité de l'État, diversification de l'économie et garantie de l'emploi, lutte contre la pauvreté et garantie de l'accès aux services publics, démonstration de l'importance géostratégique de la République démocratique du Congo. En présentant son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, le candidat du président sortant a promis ce lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. Je suis persuadé que l'œuvre de la refondation de l'État congolais, amorcée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent, restera en effet la source d'inspiration de tout mon engagement politique. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les nuages. Pour sa première prise de parole importante depuis sa désignation le 8 août dernier, Emmanuel Ramazani Shadary a salué le bilan du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Toujours ce lundi, la très influente Église catholique congolaise a appelé les autorités à garantir et faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats. À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, a dénoncé des manipulations dans les résultats officiels, estimant que son score était plus élevé. À cet effet, il demande à la justice malgache de trancher. Reportage. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier, l'ancien chef de l'État malgache, Andry Rajoelina,
a dénoncé lundi des manipulations dans les résultats officiels. Sans avancer les chiffres dont il disposait, Andry Rajoelina a devant ses partisans réunis à son quartier général d'Antananarivo affirmé que le logiciel de la CENI avait été truqué. Malheureusement, il y a eu un problème à cause du manque de professionnalisme de ceux qui traitent les résultats. Il y a eu aussi l'intention de détourner les votes du peuple malgache. Andry Rajoelina, qui a dirigé le pays de 2009 à 2014, à la suite d'un coup d'État, comme l'a qualifié la communauté internationale, a décidé de saisir la plus haute instance judiciaire du pays. On a déposé plusieurs plaintes auprès de la HCC avec des preuves irréfutables. Stop à la corruption, stop au détournement des votes du peuple. Je respecte la loi. J'ai foi en la sagesse de la HCC. J'accepterai leur décision. Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Andry Rajoelina est arrivé en tête du premier tour avec 39,19% des suffrages devant l'ancien président Marc Ravalomanana, 35,29%. Dans la mesure où aucun des 36 candidats n'a obtenu plus de 50% des suffrages au premier tour, un second tour départagera Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana le 19 décembre. En Zambie, le musicien Chama Fumba et 5 autres militants anticorruption ont comparu devant le tribunal correctionnel de Lusaka. Ils sont poursuivis pour avoir illégalement manifesté devant le Parlement dans le but de dénoncer la corruption du gouvernement. Suivons plutôt. C'est très troublant parce que je dois me rappeler chaque minute que je dois être au tribunal. Je ne peux pas prévoir 1 mois, 2 ou 3 semaines sans penser au tribunal. C'est un cauchemar logistique de faire en sorte que 6 personnes comparaissent chaque jour sans qu'aucune d'entre elles ne manque à l'appel. Car si l'une manque à l'appel, votre caution peut être révoquée. Vous pouvez donc imaginer le genre de pression qui s'exerce sur nous, mais à part cela, la vie est telle qu'elle est. La grande question est de savoir si notre argent peut cesser d'être volé, si ça peut changer. Ce journal se poursuit au Burkina Faso. La ville de Manga, située dans le centre-sud du pays, accueille cette année les festivités de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Dans ce cadre, la localité est en chantier. Il y a quelques semaines, du rendez-vous, le Premier ministre est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Le point avec Claude Ramba. À 1 mois des festivités du 11 décembre, marquant la fête nationale au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a visité les chantiers pour constater l'état d'avancement des travaux. Sur le site qui va abriter les 300 villas économiques et sociales de la cité des Fort-Vives à Manga, on est visiblement en retard. Cap sur la salle polyvalente où les travaux ont un taux d'exécution de 50%. Les travaux de la place de la Nation avec une tribune d'une capacité d'accueil de 300 places et l'avenue où va se dérouler le défilé civil et militaire, on est plutôt satisfait. Ici, les travaux sont en phase de finition. Globalement, ce que j'ai vu est rassurant. Du point de vue, en tout cas, des délais d'exécution des différents chantiers. Comme vous avez vu, toute la ville est en chantier. Ce qui est cohérent avec les objectifs du gouvernement, puisque le choix de décentraliser l'organisation des festivités du 11 décembre dans les régions, l'objectif, c'est de donner de la vie. Le taux d'exécution des travaux est de 80% pour certains, d'autres sont à 71%, les derniers estimés à 17%. Le chef du gouvernement rappelle aux entreprises retardataires de mettre les bouchées doubles pour respecter les délais de livraison. Paul Kabatieba a ensuite présidé la conférence inaugurale du 11 décembre dont le thème retenu est « Bonne gouvernance et éthique sociale pour une nation forte et prospère ». Direction Dakar au Sénégal où ils sont nombreux à s'adonner à des activités de réparation des téléphones mobiles. Cette époque du numérique et des smartphones, disais-je, profite bien à ces ingénieurs qui ont pour la plupart appris leur science dans la rue, aux côtés d'autres réparateurs plus anciens dans le domaine. Aujourd'hui, ce sont les dépanneurs de Dakar. Ils trouvent solution à tous les problèmes de téléphone portable. Reportage Tchèque Berté. Au marché alizé de Dakar, Khadim Ba répare les portables. Un métier qu'il maîtrise à la perfection.
Visser, souder ou dépoussiérer les portables n'a plus de secret pour lui. C'est juste pour essayer est-ce que les touches marchent. Si ça marche, après je vais tout ressembler. Mais il faut essayer d'abord avant de ressembler. Un écran brisé, des touches tactiles qui ne répondent plus. Après 20 ans de métier, il sait tout réparer, ou presque. C'était ça son problème, quoi. Le clavier ne marchait pas avant. Devant, c'est le pan, les iPhone 6 Plus. Ça, c'est le pan. Mais maintenant, c'est réglé. Je peux tout réparer ici. Sur le 6, tous les téléphones, hein, sauf les Chinois. Les téléphones de Chinois, bon, moi, je ne les répare pas. Les bonnes semaines, Khadim Ba peut gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Son métier, l'artisan l'a appris bien loin des bancs d'école. Pas de diplôme requis pour les consommateurs. Seule l'expérience compte. Eux, ils sont plus habiles et plus accessibles par rapport à ce que nous utilisons, nous, les Sénégalais, au quotidien. Le génie est dans la rue et l'expression l'école de la rue a une importance particulière pour nous, les Dakarois. On apprend tout dans la rue. Au marché Alizé, on vend des mobiles tout neufs. Mais ce qui marche le plus, ce sont les réparations. Dans ces années, Khadim Ba a formé une dizaine de jeunes, dont Mustapha, le jeune homme, plébiscite l'apprentissage sur le tas. La pratique, c'est plus fort que la théorie, quoi. J'ai appris sur la rue, je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas fait les bancs d'école. J'aime le métier, quoi. Un métier qui permet aux jeunes hommes de vivre confortablement. Mustapha a pu s'installer à son compte et se faire une place au marché Alizé. Puis le roi Salman d'Arabie Saoudite a fait l'éloge de la justice de son pays et a apporté son soutien au prince héritier Mohamed. C'était dans son premier discours public depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, une affaire au retentissement mondial qui a considérablement terni l'image du Riyad. Les précisions dans cet élément. Dans son premier discours public depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le roi Salman d'Arabie Saoudite a apporté son soutien au prince héritier Mohamed, accusé par la CIA d'être derrière ce meurtre, selon le Washington Post. Sans mentionner directement le meurtre de Jamal Khashoggi, critique du pouvoir saoudien qui collaborait au Washington Post, le monarque saoudien a affirmé devant les plus hauts dignitaires du royaume, dont le prince Mohamed, qu'ils feront en sorte que ce pays ne s'éloigne pas de l'application sans discrimination de la loi de Dieu. L'Arabie Saoudite a, à maintes fois, changé sa version sur ce qui était arrivé à Jamal Khashoggi. La semaine dernière, le procureur général saoudien a disculpé le puissant prince Mohamed Ben Salman, l'un des fils du roi, du meurtre de Khashoggi qui a eu lieu le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Dans son discours, le roi s'est également félicité du programme de réforme économique de son fils, visant à créer des emplois pour une population jeune en majorité et à préparer le royaume à l'après-pétrole. Le roi et le prince héritier ont repris ce lundi une tournée intérieure sans précédent en se rendant dans la région de Tabouk pour solliciter le soutien de chefs tribaux et religieux. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.